Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et oui, petite vidéo un peu spéciale. J'avais ça en tête depuis un certain temps. C'est bien vu le titre de la vidéo, je vais parler du surtourisme aux États-Unis. Et le surtourisme surtout dans la région que je connais le mieux, parce que c'est là que je pars en vacances de temps en temps, quand je peux, parce que ça coûte cher quand même, il faut pas se le nier. C'est le sud-ouest américain. Donc là, je suis à Vitrine, hein. Je suis en train de me faire une petite promenade tranquille, mais je voulais parler des États-Unis parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et on va parler donc de cette fameuse, de ce fameux phénomène de surtourisme qu'on en parle beaucoup à travers le monde. Alors là, je suis sur une petite antenne qui permet de relier la végétale, le chemin qui relie la coulée verte qui relie le lac de Créteil à la Seine-et-Marne. Et en fait, avant l'aménagement, tout ça, donc là on est sur une ancienne ligne de chemin de fer qui a été rénovée, mais avant qu'il y ait eu le raménagement du chemin, ici, c'était la forêt dense, hein, vous voyez à peu près avec la végétation. C'est un bon exemple de l'effet du tourisme sur quelque chose. Allez, je vous reprends sur le sujet de notre vidéo qui est le surtourisme dans le sud-ouest américain. La nature aux portes de Paris. Bon, continuons à notre sujet, le surtourisme dans le sud-ouest américain. Alors pourquoi il existe? Déjà, il y a deux choses. Tiens, vous avez un point kilométrique, 14 km du lac. On est à 14 km du lac de Créteil. Alors, il faut tout le temps, le sud-ouest américain, ça a tourné du tourisme quand vraiment la zone, on va dire l'essor touristique des années 60-70, quand on a pu vraiment plus de se déplacer grâce à l'avion. Alors il y avait déjà le tourisme local, mais avec le tourisme étranger, ça a accentué les choses, et surtout complètement démocratisé dans les années 80, quand faut s'imaginer, il y avait encore les transatlantiques pour aller en Amérique à l'est, donc et l'avion a surplanté le transatlantique dans les années 70 en réalité, hein. Donc après il y a eu le fameux tourisme. Alors tourisme surtout, on va dire bloc, hein, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Donc nous c'était plutôt du tourisme bloc de l'Ouest. Et puis ensuite avec le chute du mur de Berlin et puis le monde bipolaire, multipolaire on va dire, en fait beaucoup de gens ont commencé à aller visiter un peu à droite à gauche le monde. Et bien sûr le sud-est américain est un lieu très touristique dans le monde. Alors il faut savoir que dans cette région du sud-est américain, il y a vraiment une bande qui regroupe en fin de compte l'essentiel du tourisme dans cette partie du sud-ouest américain. Le nord-ouest américain, c'est pour est-ce que je vais distinguer sud-ouest et nord-ouest. Nord-ouest américain, le parc emblématique c'est Yellowstone, qui lui se trouve dans le nord-ouest américain. Ou j'allais dire Vancouver, mais Vancouver c'est au Canada. Seattle, Portland, l'Oregon, le Washington, l'Idaho, si je ne me trompe pas, le Wyoming, le Wisconsin, si je ne me trompe pas, le nord de l'Utah, le nord du Colorado. Voilà, ça c'est le nord-ouest américain. Le sud-est américain, c'est la Californie, c'est le Nevada, c'est le sud de l'Utah, le sud-ouest, plutôt le sud du Colorado, le Nouveau-Mexique, l'Arizona. C'est à peu près ça cette région-là. Alors, bien sûr, le sous-tourisme c'est lié donc au tourisme local, au tourisme international. Il faut se dire aussi que jusqu'à vraiment l'avènement d'Internet, beaucoup de gens qui venaient dans l'Ouest américain dans les années 80, 90, voire même 2000, dans le cadre du tourisme, faisaient des tours opérateurs, des voyages via tour opérateurs. Mais avec l'avènement d'Internet et vraiment les moyens de communication, en fait maintenant les gens, on va dire fin des années 2000, début des années 2010 et jusqu'à maintenant organisent leur propre voyage. Donc quand on est touriste étranger dans le sud-ouest américain, il y a deux manières d'être touriste étranger. Soit on est touriste étranger et on fait un tour opérateur, soit on est touriste étranger et on fait notre tour par nous-mêmes.
Alors il y en a qui se sont des tour opérateurs qui se sont mis dans ce qu'on appelle les autotours, mais il y en a vraiment qui font par eux-mêmes. Donc ce qui fait que on a donc ce phénomène-là de déjà 2 touristes étrangers. Et en plus, il y a eu un autre phénomène surtout qui est très récent. Depuis le Covid, donc Covid 2020-2021, c'est une grosse période de là. Il faut savoir que les États-Unis ont fermé leurs frontières donc en mars 2020 et ils n'ont rouvert que leurs frontières qu'en octobre 2021. Donc pendant cette période-là, ça a été surtout les Américains qui ne pouvaient plus sortir de leur pays, ils ont redécouvert leur propre pays. Donc des endroits touristiques dans le sud-ouest américain a eu aussi une augmentation du tourisme local, de la présence de tourisme local plus importante. Ce qui fait que quand les frontières ont réouvert en octobre 2021, le temps que la machine se remette en place, en fait, on a eu à certains endroits déjà touristiques et très touristiques, plus de tourisme parce qu'il y avait eu plus d'Américains qui en fin de compte veulent découvrir leur propre pays. Il y a nous, les touristes étrangers, qui venons dans le pays là, et on vient bien sûr, comme je vous ai dit, avec les deux moyens, on va dire, soit par un tour opérateur, soit par soi-même. Et là, vous entendez la corne, c'est la corne de chasse, corne de brume là. Oui, parce qu'il y a des chasseurs juste à côté, dans les champs, à côté. Et donc, alors ils chassent pas de ce côté-là où je suis, ils chassent de l'autre côté. Donc on est protégé ici. Ils viennent pas de ce côté-là. Comme je vous le disais, sur ce tourisme, en fait, comme il y a une bande touristique très importante dans le sud-est américain, je vais vous expliquer d'Elwha jusqu'à où, et je vais vous expliquer un peu les principaux sites qui sont visités. Alors, bien sûr, ça commence en Californie, à Los Angeles, parce que c'est le point d'arrivée et le point de départ de pratiquement tous les circuits, même s'il y a San Francisco et Las Vegas, et Phoenix aussi, qui sont aussi d'autres points d'arrivée et de départ. Donc vous avez Los Angeles, ensuite, et on va jusqu'à l'est au niveau de Moab. Voilà, et suivant ce que vous choisissez comme circuit, plus ou moins vous allez jusqu'à Moab ou avant. Donc on va faire un circuit de 3 semaines, et je vais vous dire à peu près tous les sites qui vont être visités en règle générale. Donc vous avez Los Angeles, donc soit vous visitez à l'aller, soit vous visitez au retour. En règle générale, c'est plutôt au retour, parce que au niveau du décalage horaire, vous êtes plus calé pour pouvoir mieux profiter de Los Angeles à la fin de votre séjour qu'au début de votre séjour. Donc en règle générale, à Los Angeles, vous avez Hollywood Boulevard, Santa Monica, Venice Beach, l'observatoire du Mont Griffin, si je ne me trompe pas, et bien sûr les parcs Warner, Universal et Disney. C'est à peu près là où vous serez au niveau touristique. Hein. Le reste, dans Los Angeles, il y a quasiment personne au niveau touristique. Ensuite, vous partez donc à l'est. Je vais commencer par la rive nord et puis ensuite par la rive sud du Colorado pour vous donner une idée. Donc rive nord, vous allez sur Bass Row. Rive sud, je vous dirai plus tard. Donc rive nord, Bass Row. Ensuite, c'est le point de départ pour accéder à la vallée de la mort. Alors pas en été, parce qu'en été il fait plus de 50 degrés, mais le reste de l'année, c'est le point de départ pour aller sur la vallée de la mort. Franchement, j'aime celui. Ensuite, vous arrivez à Las Vegas et ses environs. Puis ensuite, vous commencez dans l'Utah, le fameux circuit des grands parcs nationaux de l'Utah, qui sont au sud du pays, du sud de l'Utah. Donc le premier, c'est Zion. Ensuite, Bryce, Canyonland. Même pas pourquoi je dis Canyonland, c'est Capitol Reef. Ah oui, on oublie un peu celui-là. Hein. Parfois, il y a des gens qui font que le traverser, pas forcément le visiter. Capitol Reef, donc Canyonland et Arches, ou Arch National Park. Et après, vous arrivez à Moab. Puis ensuite, partie sud, vous passez là à l'autre côté de la rive du Colorado, hein, à Moab. Et partie sud, il y a Monument Valley. Ensuite, Page avec le lac Powell et ses environs, bien sûr. Antelope Canyon, Earthquake Banks, tout ça et compagnie. Et puis après, vous allez Little Colorado, le Grand Canyon. Vous arrivez à Williams. Et là, vous avez deux choix. Soit vous retournez vers Las Vegas et puis vous rentrez. Soit vous rentrez par Los Angeles
Et là, vous faites bien sûr la route 66, et puis ensuite Joshua Tree, et vous revenez à Los Angeles. Et ça, c'est grosso modo un circuit de 3 semaines, si tout se passe bien. Si vous faites que 15 jours, ce qui est en règle généralement sucré, c'est Capitol Reef, Canyonland, Arches, Moab, et pour pouvoir, on va dire de Bryce, aller au lac Page, au lac Powell à Page, ensuite d'aller à Monument Valley quand même, et ensuite de Monument Valley de faire demi-tour pour aller faire le Grand Canyon. Donc c'est à peu près ça. Et c'est là que se concentre principalement le tourisme de masse dans le sud-ouest américain. Bien sûr, il y a une autre région touristique très importante que j'ai pas oubliée, mais en fait, quand elle est mise, surtout par les tour opérateurs, c'est qu'il faut faire attention à la météo. J'avais expliqué donc comment organiser un voyage aux États-Unis. Il y a au niveau de la Sierra Nevada, donc surtout pour aller accéder à Yosemite, si on part de la vallée de la mort pour aller à Yosemite, il faut passer par un col qui s'appelle le Tiago Pass. Et ce Tiago Pass, lui, il n'est ouvert que en gros du 15 juin au 15 novembre. Là, par exemple, au moment où je tourne la vidéo, je sais que la Tiago Pass est fermée pendant 2 jours là parce qu'il y a de la neige. Et ils vont réouvrir avant de fermer vraiment définitivement la Tiago Pass d'ici 15 jours, 3 semaines, quoi. Il faut toujours faire attention aussi, hein, parce qu'il peut y avoir des chutes de neige à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Hein. Oui, hein, parce que comme la deuxième grande région touristique dans Californie, c'est quand même San Francisco et sa grande région. Quand je parle de grande région, c'est là où se trouve Yosemite, c'est là où se trouve King Canyon, Sequoia, là aussi la route qui relie la route de la côte, la Highway 1 qui relie Los Angeles à San Francisco, avec Carmel, Monterey, Santa Cruz. Si vous allez de l'autre côté vers la Silicon Valley, San José. Mais après il y a les camps vous redescendez, il y a San Luis Obispo, San Luis Obispo, Monroe Bay, Santa Barbara. Donc c'est vrai que ça c'est la deuxième zone touristique importante. Mais la masse des gens va être entre Los Angeles et Moab. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc cette zone entre Los Angeles et Moab qui est hyper concentrée, bah c'est là que vous allez voir le plus de tourisme. Et ça, on se rend bien compte, Yosemite, dans la saison c'est plein, Bryce aussi, même si c'est plutôt la partie nord du parc que la partie sud du parc qui est moins pleine. Ensuite, bien sûr, Arch National Park, Monument Valley, le Grand Canyon, il n'y a rien à dire, c'est là qu'il y a beaucoup de monde. Bien sûr Las Vegas, la vallée de la mort, sauf en été, et bien sûr Los Angeles, et comme je vous dis, tous les sites touristiques importants de Los Angeles. Et on le voit bien, c'est surtout si vous avez accès aux chiffres par exemple des National Park Service, vous avez le tourisme, et il y a à peu près 8 millions de personnes qui visitent le Grand Canyon. À Zion, je crois qu'on est autour de 5-6. Arch, on est à 4-5. Et Arch, et donc le National Park Service, ils ont fait comment on appelle ça, ils ont mis en place dans certains parcs, donc soit au niveau National Park ou des parcs nationaux ou des parcs, des monuments, parcs monuments, des billets horodatés pour pouvoir limiter l'accès. Par exemple, à Arch National Park et même à Yosemite, dans la période de la haute saison, il faudra faire une réservation de plage horaire pour pouvoir accéder au parc à certaines heures dans la journée. Parce que vous pouvez venir avant ou venir après sans forcément avoir cette réservation. Mais bon, pas facile. C'est ce qu'il y a donc, comme je vous dis, à Yosemite, à Arch National Park. Il n'y a pas que à cet endroit-là. Hein. Je sais qu'il y a d'autres endroits. Tout ça. Par exemple, à Red Rock Canyon, à l'ouest de Las Vegas, c'est pareil. Sauf que c'est les dates qui sont pas les mêmes au niveau du tourisme, parce que Red Rock Canyon c'est à côté de Las Vegas et c'est plutôt en hiver que se trouve cette limitation. Alors que Yosemite et Arch, ça se trouve en haute saison, donc c'est-à-dire d'avril à octobre. Voilà la vue sur la vallée du Réveillon.
Allez, je suis quoi, à 17-18 km au sud-est de Paris. Il n'y a pas beaucoup de tourisme. Hein. Revenons à notre sujet. Oui, comme je vous le disais, en fait, tous les sites que je vous ai dit, c'est là que se concentre vraiment la population pour visiter. Donc, c'est sûr que vous allez rencontrer du monde. Et ça, par rapport à votre expérience du sud-est américain, vous pouvez être un peu fâché parce que vous allez avoir des places de parking qui vont être prises d'assaut, qui vont bien être occupées. Donc, moi, je l'ai vu quand je suis allé à Hutchinson Park, même avec les billets redatés. Il y a certains parkings, on était à la limite de l'engueulade pour pouvoir se stationner. Et pourtant, certains parkings, c'est vraiment, vous restez pas très longtemps, c'est juste pour faire un point de vue. Pour d'autres, c'est pour accéder à des randonnées. Oui, parce que ça dépend de l'activité que vous voulez faire dans certains parcs. Et il faut pas oublier, alors ça c'est ma petite critique sur les voyages organisés, parce que pour le moment moi je ne fais que des voyages faits par moi-même dans l'Ouest américain, mais j'ai pu voir comment les gens vivaient le voyage organisé. C'est qu'en fait les gens qui viennent en voyage organisé en bus, en fait quand vous allez dans les parcs, vous restez pas plus de 2 heures dans chaque parc. Et encore, certains vous allez jusqu'à monter à 3 heures, mais en règle générale vous restez 2 à 4 heures maximum dans les parcs. Et en fait vous allez aller dans les points de vue principaux de chaque parc pour prendre des vues. Le seul où vous restez un peu plus longtemps, c'est le Grand Canyon. Mais après le truc c'est que vous avez beaucoup de routes pour aller l'endroit où vous avez dormi, l'endroit que vous allez visiter, et ensuite l'endroit où vous allez redormir le soir. Alors je critique pas les agences de voyage, tout ça, et les visites organisées, parce que moi-même je le fais dans certains pays. Donc voilà. Mais c'est vrai que le sud-ouest américain, je pense que voilà, si vous avez, on peut s'organiser par soi-même. Je vous le dis honnêtement. C'est vachement, c'est pas simple, mais c'est faisable. Il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas envie de vous emmerder à trouver un hôtel pour dormir, à conduire, tout ça et compagnie, oui, pourquoi pas le tour opérateur. Mais comme c'est un tour opérateur, ça veut dire que les gens, ils vont ne voir que les principaux sites, ceux que je viens de visiter. Oula, je peux vous dire que le chemin, là, avec le temps, là, il s'est dégradé. Hein. En fait, il y a un tassement qui se fait naturellement. Donc voilà, alors qu'une personne comme moi, qui organise son propre voyage, on va aller donc bien sûr dans ces sites touristiques, importants, mais aussi on va visiter d'autres sites touristiques. Et je vais prendre l'exemple de l'Arizona, parce que je l'ai fait cette année. J'ai visité d'autres lieux touristiques dans l'Arizona que la bande touristique importante de l'Arizona. Je vous reprends juste après, parce que j'ai un TGV qui passe là. Et oui, parce que là ici on a la ligne sud-est, celle qui part de Paris pour aller vers Lyon, et bien sûr à Marseille. Donc là je viens juste d'entendre le TGV. Je vais reprendre tout de suite après. Voilà, donc l'Arizona, pour vous donner un exemple, l'Arizona qui est un état, c'est un grand rectangle, très important, et la zone la plus touristique de l'Arizona, c'est le nord-ouest de l'Arizona. Parce que dans le nord-ouest de l'Arizona, vous avez la route 66, vous avez le Grand Canyon, vous avez Page et le lac Powell avec Antelope Canyon, Osceola, et vous avez Monument Valley dans ce secteur-là. Même si Monument Valley, vous montez un petit peu dans l'Utah pour ensuite revenir dans Monument Valley. Pareil, vous avez aussi le barrage Hoover à côté de Las Vegas, mais le barrage Hoover bien sûr est à cheval entre le Nevada et l'Arizona, mais bon, c'est plus connecté avec le Nevada qu'avec l'Arizona. Donc c'est ce nord-ouest et ce nord-ouest, donc des sites que je viens de vous dire, il y a deux zones de repli, Flagstaff et ses environs, et Sedona. Bon là moi je suis au-dessus du tunnel du TGV, qui fait 2500 mètres. Donc ce fameux nord-ouest de l'Arizona, c'est là qu'il y a le plus de tourisme. Après vous avez une zone, comme je vous ai dit, et après vous avez une petite zone de repli avec Flagstaff et Sedona. C'est pour aller vers Phoenix en fait. Après vous avez une autre zone touristique importante dans l'Arizona, c'est Tucson et sa région, avec Saguaro National Park et surtout
à une cinquantaine de kilomètres ou soixantaine de kilomètres, je sais plus du tout, vous avez Tombstone, donc Hockey Coral. C'est là qu'il y a du tourisme important. Mais lui, alors Tombstone, c'est beaucoup plus local, sauf pour nous les aventuriers, les étrangers qui vont aller à Tombstone par nous-mêmes, parce que dans les tours opérateurs, c'est quasiment, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui y va. J'ai essayé de regarder, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui y va là-bas. Même Saguaro National Park, qui est à Tucson, c'est vraiment à faire. Il y a un peu plus de monde, ça c'est sûr et certain, mais ça reste du tourisme local avec un petit peu en plus nous en tant qu'étrangers, ceux qui organisent leur propre tour. Et puis après, voilà, donc ça c'est tout ça. Mais après, en dehors de ça, en dehors de, on va dire, de la grande zone touristique du nord-ouest de l'Arizona et la petite zone touristique de Tucson et sa région élargie, il n'y a pas grand monde. En fait, c'est quasiment vide. Et vide, façon de parler, il n'y a que du tourisme local. Parce que je l'ai vu. Et vous voyez cette année, si vous regardez mes vidéos sur les États-Unis, parce que j'ai filmé en 2024 mon séjour aux États-Unis où je suis passé 3 semaines. Tiens, voilà la borne des 12 km. Hein. Mais derrière, j'ai déjà fait 2 km sur la coulée verte et je vais bientôt finir. Hein. On a toute une zone qui est à découvrir. Et dans les vidéos que j'ai tournées en Arizona, j'ai visité Yuma, qui est au sud-ouest de l'Arizona. Et c'est vraiment, une petite ville vraiment sympa. Sympa, façon de parler. Mais des lieux touristiques intéressants. Phoenix, alors je suis pas vrai, alors j'ai pas dormi dans Phoenix, mais j'ai visité 2 lieux dans Phoenix. J'avais pas encore, parce qu'on avait encore le décalage un peu horaire, j'ai pas pu vraiment me mettre une journée complète à visiter la ville, donc on a visité que 2 sites, bien sûr Tucson, mais on a fait des choses à Tucson, comme visiter le PIMA, le musée de l'aviation et de l'espace de PIMA, et puis après, bien sûr à Tombstone, il y a Bisbee, qui est au sud-est de Tombstone, Naco. Ensuite, on est monté à Chirrahua National Monument, et puis après on a continué notre route en direction de Holbrook et on a fait le National Park de Petrified, qui est à 700 km à l'est du Grand Canyon, je crois, si je me trompe pas. Donc le nord-est de l'Arizona, et le canyon de Chili. Alors le canyon de Chili, pour ceux qui ont vu mes vidéos, j'ai eu un petit souci, en fait j'ai oublié mes affaires à National Petrified Park, donc quand on est arrivé au canyon de Chili, on a dû faire demi-tour pour ensuite retourner à National Petrified Park, voir les rangers, et ils m'ont rendu mes affaires, parce qu'ils avaient retrouvé. Ouf. Mais je peux vous raconter la panique que j'ai eue, c'était incroyable. Mais c'est normal, quand t'as toutes tes affaires, t'as tes pièces d'identité, t'as tout ce qu'il vaut, et compagnie, et d'un coup tu trouves pas rien, mais bon, ça c'est mon petit malheur. Mais donc voilà, l'Arizona, en fait, elle concentre le surtourisme, surtout, c'est la partie nord-ouest. Parce que c'est l'endroit où il y a, voilà, tous les opérateurs y vont. C'est normal, il y a le Grand Canyon, et le Grand Canyon, c'est attire du monde, hein. C'est vraiment à voir, c'est magnifique. Hein. Je dis pas de ne pas y aller. Hein. Là, cette année, je suis pas allé. Et en fait, j'ai fait qu'une seule fois le Grand Canyon, c'était en 2014. Depuis, je suis pas retourné. J'ai visité autre chose. Et c'est pareil, en fait, dans les autres États. En fait, ça va être des zones très précises dans les États qui vont concentrer la majorité des touristes. Et en fait, c'est là qu'il va y avoir le surtourisme. Mais dès que vous écartez un tout petit peu, ou même dans la zone qui a du surtourisme, je vais prendre un exemple tout simple. En Nevada, il y a Valley of Fires, qui est un parc de l'État du Nevada, qui se trouve sur le chemin entre donc Las Vegas et Zion. Et en fait, la plupart des gens, même les tour opérateurs, vont pas forcément à Valley of Fires. Alors certains le font, s'ils avaient plus de temps, mais en règle générale, de Las Vegas, vous partez direction pour faire 4-5 heures de route pour rejoindre ensuite Zion. Donc, alors que Valley of Fires, moi je l'ai visité, et franchement c'était très sympa. Franchement, rien à dire de plus. Dans l'Arizona, je vous ai dit, regardez mes vidéos et vous allez voir, on est vraiment en mode
ouais, touristes étrangers, mais vraiment, vraiment inclus dans la population locale. C'est un truc de fou. Il faut imaginer, quand je suis allé aux États-Unis cette année, donc 2024, hein, parce que même si la vidéo va sortir au mois de janvier, en 2024, de Los Angeles jusqu'à Moab, nous n'avons pas rencontré de francophones. C'est qu'à partir de Moab, quand on est arrivé à Moab, que là on a retrouvé des touristes étrangers, des touristes français. Et même entre Moab et Los Angeles, quand on est revenu donc, par la partie nord, la rive nord du Colorado, bah il y a quelques endroits, oui, on a rencontré des touristes français, et il y a des endroits, mais personne, parce que bah on est sorti hors des sentiers battus. Donc vous voyez, dès qu'on s'écarte un petit peu des lieux très touristiques qui se sont mis en avant dans le cadre des tour opérateurs, et quand vous organisez votre propre chemin, bah en fin de compte, vous êtes voilà, vous pouvez profiter de l'expérience du sud-ouest américain. Franchement, en toute honnêteté, hein. C'est beau, hein. Ouais, c'est belle couleur. Donc par là, vous allez en direction du lac de Créteil, hein. Et de l'autre côté, vous allez en direction de la Seine-et-Marne, en direction de Brie-Contrebert. Donc, comme je le disais, voilà, dès que vous vous écartez, dès que vous organisez, vous pouvez profiter des lieux. Alors même si, alors les endroits où ils ont ce tourisme, donc beaucoup de tourisme, hein, tourisme local, qui sont renforcés à cause de la crise du Covid, le tourisme lié au tour opérateur et puis le tourisme fait par les gens qui y vont indépendamment, comme moi, ben en fin de compte, et c'est pour ça qu'il faut se renseigner, depuis 2-3 ans, les administrateurs des parcs essayent de limiter l'accès. Donc comme je vous ai dit, avec la mise en place de billets hors-datés pour accéder à certains sites. Voilà, si vous n'avez pas de billet d'hôtellerie, vous ne pouvez pas accéder. Donc ça fait parfois des incompréhensions pour certains touristes, hein, parce que certains touristes se retrouvent piégés à l'entrée d'un parc et ils ne peuvent pas visiter parce qu'ils n'ont pas de billet. Parce qu'ils ont l'American Beautiful Pass, mais ils n'ont pas entre-temps réservé un billet d'accès. C'est ce que moi j'ai fait, par exemple pour aller à Arch National Park. J'y suis allé au mois d'avril, et au mois de janvier, bah, j'ai fait ma réservation. Comme ça, j'étais tranquille. Mais il fallait absolument que j'aille visiter le parc de Arch National Park à la date voulue. C'est pour ça que c'est très important aussi d'organiser son voyage. Donc oui, le surtourisme existe bien dans le sud-ouest américain, mais il est limité à certaines zones de visite. Et dès que vous sortez de ces zones de visite, vous n'avez plus vraiment le phénomène de surtourisme. Et en fait, vous profitez voilà, de l'ambiance sud-ouest américain, avec tout ce qu'il y a à voir et à découvrir. Alors c'est vrai qu'on a un peu de mal à réaliser, parce que ce que je n'ai pas dit, ce sont les distances. Imaginez, Los Angeles, Moab, c'est comme si en Europe, vous partez de Lisbonne au Portugal, et vous arrivez autour de Strasbourg, ou juste un petit peu après Strasbourg, donc dès que vous êtes en Allemagne, à Francfort, voilà, c'est comme si vous faites ça en fait, en voyage. Donc, et vous voyez, vous, faire ça en 3 semaines, aller-retour, bah, c'est un peu ce que vous faites aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de grandes distances. Et après, c'est vrai qu'il y a très très peu de lieux où les gens habitent, hein, parce que les distances entre les villes, c'est pas comme ici en Europe, où entre 2 à 3, voire 5 km, vous avez toujours un village, à part quand vous êtes dans la zone montagneuse. Ça, je peux le comprendre que les distances sont un peu plus longues. Mais en gros, ici, bon, à part Paris et sa banlieue, mais quand vous êtes en grande banlieue d'une ville, les villes se touchent. Puis après, dès que vous quittez, c'est 3-4 km et puis vous tombez sur une autre ville. Là-bas, dans l'ouest américain, dès que vous sortez des grandes villes, des grandes zones urbaines, la distance moyenne entre chaque commune, ça peut aller entre 15 et 20 km, voire plus. Donc voilà, moi il y a des endroits où on a mis une ville-centre et on a eu 5-6 villes qui sont touchées quasiment, et donc sur à peu près 15 km, et après, au bout de 15 km, et ben pendant 40 bornes, on n'a eu aucun village. C'est à peu près 40 km qu'on a eu un village, mais encore un village tout petit. Et ensuite, après, il a fallu faire encore 40 km pour rejoindre un autre centre urbain important, localement important. Mais c'était qu'une seule ville avec je crois qu'il y avait une autre village juste à côté. Et après, il n'y avait plus rien. Pendant pratiquement 80 km, voire 100 bornes.
Voilà. Donc voilà. Donc le surtourisme, oui, il est en train d'être régulé aux États-Unis, donc il faut faire vachement attention. C'est là, je me demande si c'est pas un écu d'or là-bas, un ginkgo. C'est possible. C'est fort probable que là, cet arbre-là, je pense que c'est un ginkgo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo un peu hors série vous a plu. J'ai essayé d'expliquer mon sentiment profond sur le surtourisme dans la partie sud-ouest américaine, là où que je connais le plus, parce que c'est là où j'ai fait le plus de voyages aux États-Unis. Hein. J'ai encore le reste du pays à visiter. Hein. Je sais pas quand est-ce que j'y retournerai la prochaine fois, mais il faut mettre de l'argent de côté pour pouvoir y aller, hein, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, ça coûte cher les États-Unis. Hein. Et j'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous a donné des renseignements, peut-être pas du tout, je ne sais pas. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Et on va découvrir prochainement un lieu que j'ai déjà visité, mais que je n'avais pas encore filmé. Il y a un deuxième ginkgo là-bas dans le parc. Bon, je suis obligé de trouver une autre sortie du parc. Hein. Ils ont fermé celle que je voulais prendre. Bon, ben moi je vous dis ciao et à la prochaine.